Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, les chantiers actuels en principauté permettent-ils de garantir une qualité de vie correcte pour les résidents monégasques? Nuisances sonores, impact sur la circulation, comment le gouvernement princier gère-t-il cette situation? Est-il difficile d'allier travaux et cadre de vie? Le conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, Albert Croesi, répondra à toutes ces questions. Il y a 4 ans, il signait un exploit, celui de réaliser le tour du monde à bord d'un avion solaire. Aujourd'hui, Bertrand Piccard est toujours aussi engagé dans la protection de l'environnement et nous incite à changer notre regard sur notre rapport avec la planète. Le président de la fondation Solar Impulse sera avec nous dans ce journal pour nous en dire plus. Dans cette édition également, l'art s'expose à nouveau et comment la reprise du sport s'effectue. Nous nous rendrons à la Société nautique de Monaco. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute ce point info par l'ouverture du site Handiplage sur les plages du Larvoto. Un espace accessible jusqu'au 11 septembre du lundi au vendredi de 10h à 17h. Je vous propose d'écouter à ce sujet Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le site Handiplage est destiné aux personnes à mobilité réduite, personnes en fauteuil, personnes âgées ou personnes qui ont du mal à se déplacer. Et il leur permet d'accéder au plaisir de la baignade dans un cadre qui est agréable. Alors c'est un cadre qui est temporaire cette année puisqu'il y a des travaux, mais nous avons tenu cette année encore à ce que nous puissions proposer ce service particulier à ces personnes. Nous avons de nombreux partenaires puisque nous bénéficions du soutien de Club Service, le Sort Optimiste notamment, mais la mairie de Monaco et évidemment le service de l'État qui est la division inclusion sociale et handicap de la direction de l'action et de l'aide sociale de la principauté de Monaco. La plage pour tous avec Handiplage. Cette information à présent qui concerne les bus en principauté, Frédéric. Oui, la CAM, la compagnie des autobus de Monaco, va mettre en test 2 bus électriques sur ces lignes. Un bus de marque Carsan circulera sur les lignes 3 et 5 à partir du vendredi 24 juillet, et ce pour 7 semaines. Un bus Volvo intégrera les lignes 1, 2, 4 et 6 pour 3 semaines à partir du 28 juillet. Ce n'est pas la première fois que la CAM procède à ce genre de test, puisqu'en octobre et novembre dernier, 4 bus 100% électriques avaient circulé sur les différentes lignes. On ouvre une page football avec le deuxième match amical de l'AS Monaco. Effectivement, Émilie, après une victoire 2-0 face au Cercle Bruges vendredi dernier, Monaco s'est incliné en toute fin de match 2-1 face au Standard de Liège mercredi soir. William Goebbels a inscrit le but monégasque à la 19e minute d'un bel enchaînement, contrôle poitrine extérieure du pied droit. Alors qu'ils se dirigeaient vers une victoire, les joueurs de Niko Kovac encaissent un doublé de Felipe Avenatti à la 88e et 90e minute, suite de stage de pré-saison avec un départ en Pologne lundi. Le club a également dévoilé, Frédéric, le maillot extérieur pour la saison 2020-2021. Oui, un maillot porté pour la première fois justement face au Standard de Liège, qui conserve bien évidemment la célèbre diagonale imaginée par la princesse Grace il y a 60 ans. L'équipementier Kappa propose un maillot bleu et jaune qui rappelle les tuniques extérieures de la fin des années 90 et notamment celle de la saison 99-2000 à l'issue de laquelle Monaco remportait son 7e titre de champion de France avec notamment Thierry Henry, David Trezeguet ou Ludovic Giuly. Ce maillot illustre un peu plus le lien historique unissant l'AS Monaco à Kappa. Joli clin d'œil à l'histoire du club pour ce maillot extérieur. Merci Frédéric. Dernièrement, nous avons fait le point sur les différents chantiers en principauté et les impacts qu'ils vont avoir sur le quotidien des résidents monégasques. Le gouvernement princier porte une attention constante sur la qualité de vie à Monaco. C'est pour cela qu'un conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers a été nommé en janvier 2019. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Albert Croesi. Oui, bonsoir Émilie. Est-ce qu'il est difficile d'allier chantier et cadre de vie en principauté? Oui, c'est quand même assez difficile puisque le pays est exigu et des chantiers, il y en a beaucoup à cette heure-ci. Mais malheureusement, c'est un petit peu inévitable. Alors on travaille beaucoup, les services de l'État travaillent beaucoup et j'ai bon espoir que tout le monde comprenne que cette nécessité-là apportera par la suite de beaux fruits.
Tout est mis en œuvre pour rendre les travaux supportables pour les riverains, Albert Croesi? Tout est mis en œuvre, je ne pourrais pas le dire comme ça, je ne voudrais pas mentir. Tout est en train de se mettre en place pour rendre les travaux supportables. Il y a des demandes de la part du gouvernement qui sont faites aux promoteurs, aux constructeurs. Ceux-ci jouent le jeu puisque on peut le vérifier, il y a quand même de nettes améliorations, mais il y a encore un peu de chemin à faire. On s'y attelle, on suit ça de très très près. La volonté existe, mais c'est difficile, on le reconnaît. Ces résidents, vous êtes en contact avec eux régulièrement pour les tenir informés des différents chantiers dans leur quartier? Oui, les résidents m'appellent beaucoup, mon numéro est connu, il est sur les journaux, donc tout le monde peut m'appeler et je réponds toujours. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de monde à Monaco, je ne connais pas tout le monde et on s'est rendu compte que les résidents manquaient un tout petit peu d'informations à ce titre. Il a été décidé de mettre en place une cellule information cadre de vie, urbanisation de la ville, qui réunit tous les services de l'État, la DPUM, l'ADO, la direction des travaux publics, les bâtiments domaniaux, monsieur l'administrateur des domaines également, de façon à faire un point hebdomadairement sur les chantiers en cours ou les chantiers à venir, et pour en donner l'information. Il est vrai que le résident informé de ce qu'il va se passer ou de ce qu'il est en train de se passer sera probablement plus apte à supporter la nuisance dès lors qu'il sait combien de temps ça va durer et pour quelles raisons il subit ces désagréments. On a pu lire plusieurs plaintes des habitants du quartier Platy, par exemple, qui ont l'impression de vivre sur le chantier. Qu'avez-vous à leur répondre aujourd'hui? Oui, c'est pas faux, leur impression est la bonne impression, ils vivent sur le chantier, mais Monaco est exigu. Ce quartier Platy était quand même un quartier qui date des années 1850. Je ne pense pas que ce soit du luxe que de le refaire, c'est quasiment une restructuration de tout le quartier, pas tout le quartier, mais une grande partie du quartier. Il y avait des appartements, moi j'ai connu des appartements avec encore les toilettes à l'étage. Bon, en l'an 2020, c'est plus permis, donc je pense que là, il y a une opportunité exceptionnelle pour l'État, pour le gouvernement de construire un nouveau quartier qui va pouvoir accueillir un nombre considérable de Monégasques. Il y a une multitude d'appartements qui vont être créés. Il y a des jardins, il y a une crèche, on va augmenter la capacité des parkings. Tout ça, dans 3 ans, on sera très content de le voir et de pouvoir en jouir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le prix à payer, c'est un peu de désagrément pour les chantiers de la rue, pour les résidents de la rue Platy, mais aussi de l'Hélios et des jardins d'Apolline. Voilà, on est en plein cœur de ces immeubles-là qui sont très habités. Donc je peux comprendre les inquiétudes. Vous parlez du quartier Platy. Il a été question d'installer des bâches acoustiques pour atténuer les nuisances sonores. Qu'en est-il aujourd'hui? La réglementation dit qu'il faut protéger les chantiers, mettre des systèmes et des protections acoustiques sur les palissades de chantier. Mais la particularité dans ce cas précis, c'est que la palissade, la limite du chantier sur le boulevard Grenier 3, ce n'est autre que les façades de l'immeuble Hélios et des jardins d'Apolline. Donc effectivement, il a été question ou imaginé, pour mettre une palissade anti-bruit sur la palissade, c'était carrément accroché au balcon des résidents de l'Hélios. Une fois encore, on voit qu'à Monaco, la chance est qu'on peut réagir très très vite. Il y a des lois, il y a des règles, et puis ensuite il y a les applications des règles. Donc le gouvernement a compris en quelques jours que cette situation risquait d'être insupportable pour les résidents, de se retrouver sous une bâche, ou en tout cas avec le balcon cerclé d'une bâche, quand bien même celle-ci aurait été cristal de façon à laisser passer la lumière. Donc le gouvernement a réagi, il a été décidé donc de ne pas monter cette bâche anti-bruit, quoi que dise la réglementation, mais on va privilégier la couverture par des matelas phoniques de tous les appareils de forage, les appareils de percussion, et ce sont les appareils de chantier qui vont être isolés de façon à profiter à l'ensemble d'un quartier. Donc ces bâches acoustiques sur les balcons qui ont fait un petit peu réagir ces 2-3 derniers jours ne seront pas posées. Voilà. D'accord. Et concernant les mélèzes et les cèdres? Alors, les cèdres, c'est un immeuble qui pour l'instant n'est pas concerné du tout, puisqu'il n'y a pas de travaux prévus dans les immeubles, les blocs des cèdres. En revanche, pour les mélèzes, une réunion des résidents a été organisée par l'administration des domaines. Elle aura lieu de mémoire lundi 27, donc chaque résident sera informé de la nature des travaux qui seront faits dans l'immeuble des mélèzes, mais enfin c'est surtout en extérieur, puisque je crois savoir qu'il s'agira de changer des vitres, de mettre des volets roulants
phonétiquement convenable, de mener la boucle thalassothermique jusqu'à ces immeubles pour pouvoir enlever la chaudière à fioul tel qu'il est prévu de le faire, en tout cas tel que nous devons le faire avant 2022. Donc c'est tous des aménagements de confort qui, pareil, vont être désagréables aujourd'hui pour les résidents, mais qui apporteront un grand plus à l'issue des travaux. Mais je ne suis pas persuadé non plus que ces résidents auront droit à la bâche pendue à leur balcon, donc d'autres mesures d'isolation phonique seront prises. Des changements de sens de circulation ont été nécessaires. Différents quartiers sont concernés. On parle du quartier Platy, de la rue Platy et de l'avenue de Fontvieille. Là aussi, c'était nécessaire, Albert Croisi. Oui, alors pour Platy, c'est une évidence. En créant plus de 200 appartements sur le chantier dit IDA, les réseaux avaient eux également plus de 50, 60, 80 ans. Il faut rénover tout ça, sinon un jour nous allons arriver à la catastrophe. Alors, et je pense que c'est très intelligent, c'était la seule solution, c'est de profiter des gros travaux de construction pour changer tous les réseaux, que ce soit hydraulique, téléphone, Wi-Fi, tout ce qui s'ensuit, et le faire au même moment. Et de profiter de l'été, Albert Croisi ? Mais c'est une très bonne idée. À la limite, c'est au mois d'août où les gens bougent presque le moins, dans la mesure où, à longueur d'année, nous avons les enfants amenés à l'école le matin, à aller les chercher à 4h30, les gens vont au bureau. Bon, il y a quand même, et heureusement, quelques vacances au mois d'août, il y a un petit peu moins de circulation en ville. La rue Platy sera toujours empruntable, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on emprunte la rue Platy au niveau du boulevard Régnier 3, qu'on prend la rue Biovès, l'avenue Crevetto-Frères, pour en sortir, eh bien, on va emprunter la rue Platy en montant au bout de l'avenue Crevetto-Frères, où il y a Blue Light. On prend cette petite rue Platy et nous débouchons au pied du parc Princesse Antoinette sur le boulevard de Belgique. Bon, il faut bien comprendre que ça va rallonger un petit peu la boucle pour les personnes qui s'engageront avenue Crevetto-Frères, mais cette rue Platy dans sa partie basse va devenir totalement inutilisable pour quelques mois, mais je pense que M. Puyot l'a évoqué dernièrement sur votre antenne. Tout à fait, donc impossible de descendre depuis le boulevard de Belgique vers le quartier Platy. Tout à fait. Alors il y a encore une complication, on le verra, mais ça va durer que quelques jours au mois d'août. Si on prend le boulevard de Belgique en se dirigeant vers l'hôpital, nous ne pourrons plus prendre la rue Platy et dans son sens descendant. Et au bout du boulevard de Belgique, après le tunnel, nous avons les travaux de Pasteur et du CHPG qui vont eux aussi imposer qu'on coupe de temps en temps, 2-3 soirs d'affilée, je crois, cette rue Pasteur pour refaire les enrobements, pour remonter les bouches d'égout. Et comme tout cadeau n'arrive jamais seul, nous avons un bout de falaise, un bloc de 4 tonnes qui menace de tomber sur la falaise du jardin exotique. Donc, bien évidemment, on ne peut pas prendre le risque de le laisser tomber, de créer des accidents, surtout, et puis de paralyser l'accès au CHPG. Donc, il va y avoir des travaux de consolidation de cette falaise pour rattraper ce bloc, mais là encore, il n'est question que d'un jour ou deux. Alors, ce sont des tracas, bien sûr, ce sont des complications pour les usagers, mais on peut le vérifier que ce sont des travaux indispensables à faire. On ne peut pas faire l'économie de ces travaux-là. Et le mois d'août serait, à notre avis, le mois qui pénaliserait le moins les usagers. On parle de ces chantiers, de ces changements de circulation. Est-ce que tout cela a un impact sur le trafic en principauté ? Oui, nécessairement. Mais enfin, il y a aujourd'hui mis en place en principauté des panneaux signalétiques qui indiquent déjà les temps de parcours pour aller d'un point à un autre, éventuellement les déviations qui sont mises en place pendant les travaux. Oui, la ville est petite, nous n'avons pas 15 solutions pour se rendre d'un endroit à l'autre. Bien souvent, c'est un ou deux chemins que l'on peut prendre. Enfin, tout est fait pour indiquer la direction qui sera la plus pratique. Oui, il y a des incidents sur la circulation en ville, on ne peut pas faire en moins et on doit le reconnaître. On l'a bien compris, Albert Croisi, il faut être patient. Ces travaux sont faits aussi pour la qualité de vie des Monégasques et offriront à terme des logements en plus à la population. Oui, ce ne sont pas que des logements, c'est également des réseaux, c'est important, on n'en a pas conscience parce qu'on ne les voit pas. Mais en fait, tout ce qui est souterrain doit être refait, on est dans un petit peu la reconstruction de la ville. On veut se développer, on l'a dit, on doit se développer, il faut créer des logements. Donc ça passe par quelques moments un petit peu inconfortables, mais je pense que dans l'ensemble, les résidents, les usagers le comprennent très très bien. Après, je veux décerner la palme du bon journaliste à ce journaliste du quotidien local qui nous fait une belle publicité en annonçant qu'on bouche les accès à Monaco, que l'autoroute est fermée, qu'il y a des bouchons partout.
Je peux vous dire qu'il s'est fait copain avec tous les restaurateurs, tous les commerçants de la principauté, qui aujourd'hui ont besoin de travailler et qui attendent impatiemment que les touristes viennent nous voir. Je n'ai jamais vu le quotidien du Var indiquer qu'il faut 2h30 pour aller de Sainte-Maxime à Saint-Tropez. On est une ville qui vit, qui a besoin de vivre comme les autres, qui est attrayante, qui intéresse beaucoup de monde. Je pense qu'il faut arrêter peut-être de montrer le mauvais côté, parce qu'on peut en trouver à tous les instants, mais il y a aussi de très beaux côtés, il y a une qualité de vie, pour preuve, les gens veulent venir. Il faut être un petit peu patient, c'est dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du monde, ou dans toutes les villes qui vivent et qui ont des attraits, où on subit ce genre de désagréments. Voilà, ce n'est pas propre à la principauté de Monaco. Et il y a quand même bien d'autres choses à souligner et à relever qu'une barrière que l'on ferme à un moment donné pour pouvoir faire des travaux indispensables. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup Émilie, bonne soirée. L'art s'expose à nouveau, on a pu l'apercevoir le week-end dernier sur le parvis du musée océanographique avec la 4e édition de l'UPAO. Cette période de confinement aura souvent été pour les artistes une source d'inspiration, comme a pu le constater Alexandra Pani. Alexandra, vous êtes à la galerie L'Entrepôt qui reprend du service. Oui, c'est le cas également de cette exposition Covid Art Monaco qui est née un petit peu pendant le confinement. 19 artistes pour Covid-19 sont présents ici. Caroline, vous êtes la commissaire de cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme style d'œuvre, parce que c'est assez éclectique ici? On a décidé de tenter d'organiser une exposition dans une période et un endroit où tous les événements ont été annulés, donc c'était un petit peu un défi. Donc certaines œuvres reprennent cette idée d'enfermement, peut-être un trop-plein d'énergie par rapport à cette nouvelle situation. Mais de façon générale, on voulait aussi quelque chose qui soit plein d'énergie, si possible de joie. Comment ont réagi justement les artistes quand vous les avez sollicités? J'imagine qu'ils étaient ravis de se lancer dans l'aventure. Ça faisait du bien après ces 3 mois d'inactivité publique, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, en tant qu'artiste, je vais dire aussi que quand on parle de confinement, les artistes se réjouissent parce que là, ils ont la meilleure excuse pour rester dans leurs ateliers et s'adonner à la création. Mais c'est vrai qu'après un certain temps, c'est quand même le contact humain manque beaucoup. En somme, un bel exutoire à cette pandémie. Vous avez jusqu'au 28 juillet pour venir découvrir cette nouvelle exposition. Découvrir et éventuellement acquérir les œuvres exposées. Merci Alexandra. Et si le confinement a été une source d'inspiration pour les artistes, il peut être synonyme de changement à bien des niveaux. Selon notre prochaine invitée, la crise est porteuse d'opportunités pour les grands changements, notamment écologiques. Bertrand Piccard, le président fondateur de Solar Impulse, plaide pour une relance verte et durable. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir, comment allez-vous à Bien, Monaco? merci, et vous? Excellent. On parle beaucoup de retour à la vie normale en ce moment avec ces mois de confinement. Pour vous, c'est le moment d'adopter un virage 100% propre? Vous savez, le monde d'avant le Covid était un monde qui était fragile, instable, injuste, polluant. Donc c'est clair que ce n'est pas ce monde-là qu'il faut retrouver. Et si on met tout l'argent de la relance économique pour retrouver le monde qu'on avait précédemment, ça ne va pas être une vraie relance, ça va être un feu de paille. Moi, je pense qu'il faut parler de relance efficiente, même plus que de relance propre, parce que comme ça inclut l'économie également. Vous êtes convaincu que écologie peut rimer avec rentabilité? Aujourd'hui, ce n'est pas que ça peut rimer, c'est que ça va totalement de pair. C'est comme autrefois, quand on était au charbon et qu'on se demandait si ça valait la peine de passer au pétrole. Mais évidemment, à l'époque, ça valait la peine de passer au pétrole. Aujourd'hui, ça vaut la peine de passer aux renouvelables, à l'efficience énergétique et aux technologies propres. Alors comment convaincre la population? Comment convaincre également les décideurs politiques? Alors moi, je pense que ce n'est pas simplement la population qu'il faut convaincre, parce que la population ne pollue pas par plaisir. La population achète ce qu'elle trouve à acheter. Vous avez des entreprises qui sont des pionnières dans la matière, qui sont prêtes à jouer le jeu, mais vous en avez beaucoup qui ne sont pas prêtes à jouer le jeu. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des pionniers. C'est pour ça qu'il faut l'axe politique. L'axe politique, c'est celui d'une réglementation qui oblige les récalcitrants et les résistants à suivre les pionniers de manière à éviter les distorsions de concurrence.
Mais vous pensez quand même que le confinement, cette crise a incité à changer notre regard sur notre rapport avec la planète? Mais à court terme, certainement, mais avec un effet pervers. Parce que, vous savez, pour atteindre les accords de Paris, il faut baisser les émissions de CO2 de 7,6% par année. C'est exactement ce qu'on aura eu cette année comme baisse du CO2. Mais pour ça, on a mis l'économie à genoux avec des millions de chômeurs et des milliers d'entreprises au bord de la faillite ou qui ont déjà fait faillite. Moi, je prône la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est celle où on fait du profit, on crée des emplois en remplaçant ce qui pollue par ce qui est propre, par ce qui protège l'environnement, par ce qui est efficient. Et ça, c'est le marché industriel du siècle dans tous les domaines. Donc c'est ça qu'il faut amener comme solution. C'est votre nouveau challenge, justement, les 1000 solutions pour la planète. Oui, absolument. Et c'est un challenge où, une fois de plus, l'esprit est partagé avec le prince Albert. À l'époque de Solar Impulse, de l'avion, on partageait ce goût pour l'exploration, pour accomplir l'impossible. Et puis aujourd'hui, on est vraiment le prince dans le domaine politique, moi dans le domaine technologique, en train de montrer que le développement durable, c'est pas une philosophie, c'est une pratique économique. C'est quelque chose qui sert la population, qui sert les entreprises. C'est une manière de créer de l'emploi, d'améliorer le bien-être social et en même temps de protéger l'environnement. Il y a également cette énergie récupérée grâce à la mer, grâce aux vagues, qui va être mise en place aussi en principauté de Monaco. Oui, ces flotteurs avec des pistons qui peuvent équiper toutes les digues ou tous les bords de mer et qui créent de l'électricité avec les vagues sans toucher le fond de la mer, donc sans du tout abîmer la vie marine. Et même si Monaco est précurseur dans le domaine, j'imagine que vous allez passer par la principauté? Alors le prince Albert connaît toutes ces solutions sur les doigts de la main parce qu'on en parle énormément, mais j'aimerais beaucoup associer le prince à certaines démarches avec d'autres gouvernements pour amener comme ça le côté institutionnel de Solar Impulse, le côté politique de la principauté de Monaco et montrer à quel point justement ces solutions permettent de faire le lien entre l'économie et l'environnement. Donc il y a encore des tas de choses qui seront faites avec Monaco, toujours dans ce même esprit de pionnier qui me plaît beaucoup et qui plaît au prince. De nombreux dossiers à suivre, donc merci beaucoup Bertrand Piccard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir et à très bientôt. Parlons de toute autre chose à présent. Le sport reprend doucement mais sûrement ses droits. Si certaines disciplines sont toujours à l'arrêt en raison des mesures sanitaires à respecter, d'autres ont pu accueillir de nouveau leurs licenciés. C'est le cas par exemple de la Société nautique de Monaco. Le reportage de Vanessa Dessy. Créée en 1888 par une poignée de monégasques, la Société nautique s'occupait dans un premier temps des régates à la voile et à l'aviron, deux activités sportives à la mode. L'évolution et la division des deux disciplines s'est faite naturellement à la création du Yacht Club de Monaco par le prince Régnier III en 1953. Aujourd'hui, le souverain est le président d'honneur de l'association et l'histoire prouve que la tâche entre la principauté et l'aviron ne date pas d'hier. Il y a un lien très fort avec ce sport parce que le papa de la princesse Grace, donc de Grace Kelly, John B. Kelly, a été 3 fois champion olympique d'aviron. Son fils, John Kelly, que l'on appelle plus communément Jack, d'accord, a été aussi médaillé olympique d'aviron. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Jack venait pratiquer ce sport à Monaco, alors que Grace ne savait pas du tout où était ne connaissait ni la principauté ni le prince Régnier. Avec des mesures sanitaires strictes, l'activité reprend doucement. Cependant, les sorties en équipage ne sont pas encore autorisées par le gouvernement princier. Les vestiaires ne sont pas accessibles et la salle de sport est aménagée de façon à respecter la distanciation sociale. La situation actuellement reste néanmoins très délicate. J'ai la chance d'avoir parmi mon conseil d'administration des anciens de la police maritime. Donc ce sont devenus naturellement les monsieur Covid de la société nautique, c'est eux qui faisaient la police
alors qu'ils sont retraités, qui ont repris du service, qui faisaient la police Covid sur le ponton pour distancier les gens, pour éviter les regroupements. Et tout ça s'est mis en place naturellement. Et les entraînements aujourd'hui se réalisent uniquement sur rendez-vous afin de protéger au mieux les rameurs. Et sachez que l'aviron fait partie des activités qui figurent au Passeport Culture. Plus de renseignements sur le site internet du Centre d'information de l'Éducation nationale. On passe au point info pratique et cette séance, Frédéric, qui pourra nous donner quelques indices sur la santé économique monégasque. Oui, mercredi 29 juillet, 15h, Émilie, l'Observatoire du commerce se réunira dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier de Monaco pour une session plénière présidée par le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, en présence de nombreux participants. Ce sera la première fois que l'Observatoire du commerce se réunira depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Une idée sortie à présent et un nouveau spectacle au théâtre du Fort-Antoine vendredi soir. Oui, vous le savez, Émilie, 2 soirs par semaine à 21h30. Vous pouvez découvrir des spectacles au théâtre du Fort-Antoine. Vendredi, le Printemps des Arts de Monte-Carlo propose une soirée musicale avec la percussionniste Adélaïde Ferrière et Jean-Étienne Sauty à l'accordéon. 2 jeunes artistes invités par le Festival du Printemps des Arts ces dernières années et qui présenteront des pièces énergiques et surprenantes, dont une présentée depuis un tabouret tournant. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Mais avant cela, un tour chez le coiffeur, une partie de jeux de société ou de foot aquatique. Nos amis les bêtes n'ont jamais été autant sollicités. C'est le best-of des réseaux sociaux. I gotta get the action shot. Jump off. Vos prévisions météo à présent, quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ? La matinée sera ensoleillée, Émilie, puis le temps risque de se couvrir au fil de la journée avec de faibles risques d'orage localisés vers 18h. Il y aura très peu de vent. Côté température, il fera 21 degrés le matin et 25 l'après-midi. L'eau sera aussi à 25. Le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 21h03. Vendredi 24 juillet, nous fêterons les Christines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On prend le large en cette fin de JT avec la Société Nautique et ses rameurs en herbe. Des photos signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.